connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Solène et je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. J'ai laissé Junior à la porte pour une série très spéciale aujourd'hui et ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans des épisodes de la saison des séries sur Daria par exemple ou d'un pilote presque parfait sur The Leftovers. Il s'agit de Delphine. Salut Delphine. Salut Solène, ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui, très bien, merci. Au programme aujourd'hui, on va évoquer une série canadienne qui a cartonné ces derniers mois, clairement. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous vivez dans une grotte. On parle aujourd'hui d'Heated Rivalry, mini-série qui a débarqué d'abord au Canada sur le service Crave le 28 novembre 2025 et en France, elle est arrivée le 6 février sur HBO. Cette série, elle a été créée par Jacob Tierney, adaptée de la saga littéraire Game Changers de l'autrice canadienne Rachel Reid. La saison 1, elle adapte principalement le deuxième tome, tout en intégrant des éléments issus de d'autres volumes de la saga. On va forcément revenir dessus. Clairement, cette série cartonne depuis plusieurs mois, du hockey sur glace, des histoires d'amour cachées et du sexe. Beaucoup, c'est le cocktail de Heated Rivalry. On va en parler avec spoiler, donc si tu ne veux rien savoir, je t'invite à arrêter l'épisode maintenant. Ce programme est-il réussi ? Apporte-t-il quelque chose de nouveau aux romances de série ou est-ce juste un mauvais porno ? On en parle avec Delphine après un premier extrait de la série. Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada's Shane Hollander. Shane Hollander, I wanted to introduce myself. Okay. And Russia's Ilya Rozanov. You're an awesome player to watch. Yes. Very good at hockey. The best, probably. We will be seeing each other a lot. Yeah, Boston and Montreal play against each other often. Roz, you gotta see this. He's like a huge movie star. Are there any gay hockey players? None that have said it publicly. Ты с кем-то сейчас встречаешься? Yeah. So, what's my name gonna be? Даже не с Джейн? Jane. Вы уже несколько лет переписываетесь. Я думала, может быть, это что-то серьезное или... This is such a bad idea. Pour commencer, on va déjà apprendre à se connaître avec Delphine et j'ai besoin de savoir, est-ce que tu as l'habitude de mater des séries type romance ? Est-ce que t'en as adoré certaines ou est-ce que c'était la première fois que t'allais dans ce style-là ? Ce style-là de romance homosexuelle, finalement, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc pour moi, ça, c'était nouveau. Après, moi, en série, je regarde vraiment un peu de tout. Donc oui, forcément, j'en ai forcément déjà vu. Mais et toi, t'as l'habitude un peu de regarder ce genre de choses ? Moi, c'est ma cam à 10 000 %. Je suis pas étonnée, c'est bizarre. Franchement, j'en ai toujours une en cours et je trouve que la production de séries romance, etc. n'avance pas assez vite à mon goût parce que au rythme où je les consomme, c'est assez hallucinant. Mais sur des relations homosexuelles particulièrement, moi j'avais adoré Young Royals et Heartstopper. Ah mais bien sûr, Heartstopper, mais bien sûr, j'ai adoré cette série. Qui sont deux romances homosexuelles, enfin qui sont pas du tout amenées de la même façon que Heated Rivalry. C'est vraiment trois genres différents dans le genre de la romance. Donc moi j'ai adoré ces deux séries-là et j'en regarde tout le temps, quoi. Voilà. Pour Heated Rivalry, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer la série ? Comment est-ce que t'en as entendu parler ? Alors j'avais commencé vraiment à en entendre parler à partir des Golden Globes où les acteurs sont venus présenter un prix et tu voyais que la salle était conquise, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé aux États-Unis par rapport à cette série. Et après, grâce ou à cause d'une de mes amies qui est tombée dans un rabbit hole avec cette série où clairement je recevais mes 1000 reels par jour dessus et j'en entendais parler tout le temps. Donc oui, ça passe. Quand elle m'a expliqué un peu, ça m'a donné envie. Quand j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux
Par rapport à cette série, ça m'a quand même donné envie. Mais moi, j'ai attendu tranquillement que ça arrive sur Max et d'avoir un épisode par semaine. Donc j'ai commencé à le regarder que quand c'est arrivé sur Max. Et t'as réussi à patienter chaque semaine? J'ai une très bonne volonté et en fait, moi je suis plus vieille que toi et j'ai l'habitude de ce rythme d'un épisode par semaine. On avait ça beaucoup il y a très longtemps. Moi j'aime bien avoir mon petit rendez-vous. C'était mon vendredi matin, je regardais mon épisode de Hated Rivalry et mon épisode de The Pit. Deux salles, deux ambiances, mais c'était mon petit rendez-vous du vendredi matin, donc j'aimais bien. Je comprends, mais franchement, moi j'aurais pas pu attendre. Je l'ai dégommé en une soirée. Mes amis aussi, on fait un week-end où ils l'ont regardé au moins 3 fois dans le week-end, toute la série, quoi. Moi je suis tombée dans cette spirale infernale et j'ai été celle qui essaye de convaincre ses amis de regarder. Et qu'on a détesté parce que du coup après ils sont aussi tombés dans cette spirale. Bah c'est ça. Est-ce que tu as lu les livres ? Eh ben non. Alors voilà, c'est quand même une série qui est adaptée de livres et je ne les ai pas lus parce que donc j'ai une très bonne amie libraire et elle m'a dit que clairement c'était sold out et surtout en fait ils sont pas, je crois ils sont pas sortis encore en français. Non, ils sont que en anglais, ouais. Et du coup j'ai pas envie de me casser la tête avec l'anglais pour être totalement honnête. Apparemment c'est très facile à lire. Bah alors oui, parce que j'ai vu plein d'extraits sur les réseaux. Donc j'ai déjà lu plein d'extraits en anglais. Ça me paraît pas sorcier parce que clairement j'ai regardé la série en anglais sous-titré anglais. Donc j'ai tout compris. Enfin c'est pas non plus... pas besoin d'avoir un niveau d'anglais exceptionnel. Mais j'ai quand même envie de les lire en français pour être dans ma langue maternelle, quoi. Donc j'ai pas lu les livres. Et toi ? Non, pas non plus, parce que oui, pareil, même si je les ai regardés en anglais et tout, et qu'en effet, ça m'a pas l'air très compliqué. Et très perso, j'ai une période là où j'arrivais un peu moins à lire, donc j'avais pas envie, quoique ça aurait peut-être pu reclencher mon envie de lire, mais j'avais envie de me plonger dans mes livres doudou. Donc, mais peut-être dans l'année quand même. Ouais, ok, je comprends. Bah de toute façon, il devrait pas trop tarder à sortir. Ah bah, je pense là maintenant avec tout le feu que ça a fait partout. Et pour l'anecdote, les livres, chaque tranche a une couleur du drapeau LGBT. Et du coup, à la fin, dans la bibliothèque, ça fait une série aux couleurs arc-en-ciel. Exactement. Est-ce que peut-être on peut pitcher la série pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler ? Donc c'est l'histoire de deux hockeyeurs, Shane Hollander et Ilya Rozanov. Donc ils démarrent leur carrière en même temps, mais dans des équipes opposées. Et à force de se croiser pendant toutes ces années, ils vont développer une relation secrète, d'abord sexuelle, puis plus profonde au fil des années. Très bien, très bon pitch. On n'en dit pas beaucoup plus. J'aurais pas pu mieux faire. On va commencer avec un avis global. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette série ? Après, j'ai été très matrixée par mes amis, donc si je disais un jour que je n'avais pas aimé, je pense que j'aurais été bannie. Mais non, j'ai eu de la chance parce que j'ai plutôt bien aimé, et vu que je les consommais qu'une fois par semaine, j'avais le temps de digérer, d'en parler un peu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à partir du moment où tu discutes et que tu décortiques, je trouve que t'as un attachement qui se crée un peu avec les épisodes. Donc après, voilà, ça reste toujours un peu nouveau pour moi pour savoir si la série va rester dans un de mes palmarès de séries. Mais ça reste quand même une série hyper intéressante à étudier, et surtout au niveau de l'impact que ça a eu pour autant de monde, quoi. Pourquoi à ce moment-ci dans notre vie, cette série a autant marché. Donc je pense que ce sera des choses dont on pourra parler dans cet épisode. Oui, toi, ça t'a plu, clairement. Hein. Bah moi, ça fait un mois, je pense que j'ai regardé pour la première fois et je l'ai déjà vu 2 fois. Pas que à cause du fait qu'on allait enregistrer ensemble, juste parce que j'avais envie. Moi, j'ai adoré, mais en fait, c'est vraiment ce que j'aime regarder à 100%. C'est pouvoir crier dans mon appart de « Ah, il se passe ça, c'est trop bien !» Enfin, tu vois, vraiment... Bon, je suis à fond, quoi. Et j'ai quand même forcé mon mec à regarder avec moi la 2e fois, du coup. Parce que je lui ai dit, mais si, tu vas voir, c'est pas comme d'habitude. Il déteste ce genre de série. Vraiment, je l'ai forcé à regarder Twilight, par exemple. Oh non, mais meuf, il est gentil, il t'aime. Hein. Oui, il est très gentil. Sur une échelle de Twilight à c'est pas trop nul, je lui ai dit, tu vas voir, c'est quand même au-dessus. Et je lui ai vendu en disant, mais tu vas voir, il y a du hockey. Il n'y a pas beaucoup de hockey, quand même. Quand tu revois, tu fais, il y a très peu de hockey, quand même. Et en fait, je lui ai quand même dit, je suis désolée pour toi parce que je pense que les premiers épisodes, tu vas pas trop aimer, mais c'est un lot. En fait, pour moi, cette série, tu peux pas regarder juste un épisode et te faire ton avis, tu vois. T'es obligé de regarder les 6 épisodes pour avoir un avis global sur la série, parce que sinon, tu passes totalement à côté du truc, quoi. Et donc, il s'est forcé. Il a regardé les 6 épisodes avec moi et il m'a quand même dit... T'avais raison,
si j'avais lâché au bout des 2 premiers épisodes, j'aurais pas compris ce qui se passait, la hype et tout. Et il y a des épisodes qu'il a beaucoup aimé, même si dans l'ensemble, il va pas la remater, quoi. Ouais. Mais je suis quand même fière de moi, il a plutôt apprécié, plus ou moins. Est-ce qu'il a compris pourquoi les femmes étaient autant happées par ce genre de relations sexuelles, homosexuelles ? Est-ce que lui, il s'est dit, tiens, j'ai peut-être quelque chose à changer dans ma vision de la femme ou ce genre de choses ? En fait, vu qu'il regarde jamais ce genre de série, il savait pas du tout quoi regarder. Et donc, il y a plein de petits détails que moi, en tant qu'habituée, je remarque. Où du coup, il fallait que je lui dise, t'as vu, il s'est passé ça. Et du coup, je lui faisais l'audio-description presque de la série, tu vois. Parce qu'il y a des trucs qu'il captait pas du tout. Je lui dis, t'as vu ça ? Il me dit, bah non, c'était important pour l'histoire. Je dis, oui, ils se sont touchés les pieds, en fait. Il y a un gros plan dessus, franchement, il faut le voir, mec. Et donc, en fait, c'était plein de petits détails où après, on en débriefait ensemble et je lui expliquais par rapport aux séries que moi, j'avais pu voir ado, en fait, les différences et pourquoi cette série-là, elle m'avait particulièrement touchée par rapport à d'autres. Je pense pas que ça va le changer dans sa manière d'être dans les relations aux femmes ou ce genre de choses, mais je pense que il va avoir un autre regard sur ces séries que moi, je consomme vraiment beaucoup et notamment sur toute la partie consentement. Qu'il y a dans la série, ça a été un gros aspect dans nos discussions. Alors pas qu'il y ait pas de consentement entre nous, mais ce que je veux dire c'est que quand on mate des séries où ça n'existe pas, c'est juste ok, sauf que là quand ça existe et que c'est rendu sexy, il y a un truc un peu différent et donc je trouve que c'était ça aussi qui était intéressant de pouvoir discuter. Oui, complètement. Voilà, c'était ça que je voulais dire quand je te demandais comment il avait pu réagir sur ce genre de choses, quoi. D'entendre parler, et là c'est ok. En fait, il a pas réagi. C'est moi qui lui ai dit, t'as vu qu'il y a, à chaque fois qu'il a un rapport avec Shane, il lui demande si c'est ok. Même pendant le rapport, il est encore en train de lui demander si c'est toujours bon et tout. Il m'a dit, ah ouais, j'avais pas tilté. J'étais bon, alors là, je peux plus rien pour toi. C'est fou à quel point ils sont déconnectés de la vie que nous, on peut avoir. En fait, ils se rendent pas compte à quel point tout nous est un peu volé et qu'on nous demande jamais notre avis avant de faire quelque chose. Et donc là, de le voir pour nous, et clairement, je pense que c'est ça l'impact le plus gros qu'il y a pu avoir aussi avec cette série, c'est de voir que ça existe, qu'un homme le demande, c'est tellement sexy, et surtout venant d'un personnage comme Ilia, qu'on va peut-être décrire, c'est hyper important, quoi. Et comme quoi tu peux être... bad boy, en vrai. Ouais, très bad boy, très masculin, et en même temps, dans l'intimité, et pas forcément dans l'intimité, être hyper respectueux, et dans le consentement, et que ça reste extrêmement sexy, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, après, c'est aussi sexy parce que c'est Ilia. Parce qu'il est sexy, oui, on est d'accord. We're not passing on a kid this strong with those hands, not in Boston, Mr. Rosenow. He's a very natural #1 pick. Congratulations again, Henry. He is strong, but he needs the discipline. He can be, how you say, lazy. Find that hard to believe the way he plays? I promise to work very hard for you. I have no doubt you will, son. Ты слушай, что тебе говорят, ты понял? Est-ce que tu veux nous parler des 2 personnages principaux de la série ? Oui, donc justement pour le coup, je commence par Shane. Shane qui est donc un enfant à moitié asiatique par sa mère, à moitié caucasien par son père. Il est sur le spectre, c'est beaucoup ce que j'ai lu, et lui en parle, et Jacob Tierney en parle aussi, et l'autrice aussi. Et en effet, maintenant que je le sais, je dis, bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il a du mal avec ce côté sociabilisation, avec certaines réflexions que peut lui faire Ilia, où il comprend pas toujours tout de suite, et il est assez fermé sur lui-même. C'est quelqu'un de très très sage. Vraiment, Shane et Ilia, c'est 2 personnages vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Il est hyper sage, il mange macrobiotique, il boit que du ginger ale, c'est à fond, il vit pour le hockey. Et sa famille, pour le coup, l'entoure beaucoup par rapport à ça. Il le pousse un peu. Sa mère, elle doit être sa manageuse ou je sais pas quoi, mais elle gère tous ses sponsors. Ils discutent que de hockey, les 2 parents sont à fond hockey, mais ils entourent leur enfant avec bienveillance. On le verra au fur et à mesure de la série, en fait. On va voir à quel point finalement ce qu'ils veulent, c'est juste aimer leur enfant. Et de l'autre côté, on a Ilia, donc qui a été drafté donc aux États-Unis alors qu'il est russe.
Drafté, pour ceux qui suivent pas, c'est quand on arrive dans une ligue américaine pour la première année, on est proposé sur le marché et ensuite il y a des clubs qui vont payer plus ou moins cher pour nous avoir et on devient le rookie du club. Le rookie, c'est celui qui fait sa première saison, en tout cas dans cette ligue, et c'est beaucoup des termes qui sont utilisés dans les compétitions américaines et canadiennes, nord-américaines en tout cas. Donc voilà, donc il arrive à Boston, et lui pour le coup, c'est complètement l'opposé. Il fume, il boit, il sort beaucoup, mais le hockey, c'est sa passion aussi. Sa famille est passionnée par le hockey aussi, mais pour le coup, eux, voilà, c'est une famille très russe, donc hyper patriote. Son père, s'il perd, mais il l'engueule vraiment à fond. Il dit que c'est une honte pour la patrie, pour le pays. Il le fait même devant les gens qui le draftent. Dans le premier épisode, on le voit. Je sais plus exactement ce qu'il le dit, mais il le pourrit devant le gars qui le draft. Donc, on est loin du support, pour le coup, du côté de sa famille. Son frère profite juste de l'argent de son frère. Il est alcoolique, son frère, quoi, bref, à chaque fois qu'il l'appelle, c'est pour lui prendre de l'argent et l'engueuler, et lui parler de son père, que de toute façon, il a intérêt de gagner, sinon leur père va être très déçu et que c'est une honte à la patrie. Donc voilà, pour lui, sa vie, elle est un petit peu plus compliquée. Sa mère est décédée. Et oui, pardon, sa mère est décédée. On apprendra plus tard que, en fait, elle s'est suicidée. Donc voilà, la seule personne qui l'aide, qui vient de son pays, c'est, je mets entre guillemets, vous voyez pas, mais sa copine Svetlana, qui est russe aussi, son père est, je pense qu'il est entraîneur de hockey aussi, il me semble. Oui, ils expliquaient que c'était peut-être un ancien joueur. Ça, j'avoue, j'ai pas trop saisi parce que c'est des personnages très secondaires et bon, à part Svetlana, le père de Svetlana, enfin voilà. Mais donc ça fait qu'elle est hyper calée, il est hyper calé en hockey, et clairement c'est la personne qui le connaît le mieux. Donc heureusement qu'il a Svetlana, et d'ailleurs on va voir qu'ils ont une grosse relation les deux, et qu'il sait qu'il peut compter sur elle. Donc voilà, donc on se retrouve avec deux personnages principaux complètement aux antipodes l'un de l'autre, quoi. Et puis Ilya, il est très médiatisé aussi sur ses relations intimes, quoi. Enfin, c'est vraiment le tombeur de femmes, qu'enchaîne les coups d'un soir, etc. Enfin, c'est public, quoi. Pour Shane, tu parles de tout l'aspect spectre autistique, etc. C'est vrai qu'à mon premier visionnage, je l'avais pas forcément remarqué. Et pareil, après, j'ai lu beaucoup de choses sur la série et tout qui expliquaient toute cette partie aussi où parfois il a du mal à se faire comprendre parce que juste il a pas les codes, quoi. Et en fait, je trouve que du coup ça en fait un peu un personnage antipathique parce que tout le monde aime Ilya et du coup Shane il est là ok il existe mais on préfère tous Ilya, quoi. C'est ça. Et en fait du coup à mon deuxième visionnage il y a plein de détails que j'ai remarqués où on voit en fait tout ce spectre là dans sa vie, et notamment tu parlais qu'il mange toujours la même chose et qu'il boit toujours la même chose. Pour moi, ça fait aussi partie du spectre parce que souvent, on dit que les personnes qui ont un trouble autistique, c'est des personnes d'habitude. Et donc, c'est rassurant pour lui. Ça rassure. Et dans la série, à un moment donné, il y a un moment où ils vont plus se voir avec Ilya, et on voit qu'à ce moment-là, tout son régime alimentaire, il change. Il se met à boire de l'alcool et tout, et dès qu'il retrouve Ilya, bim, il revient dans ses habitudes alimentaires. Et j'ai trouvé ce truc-là assez fort parce que c'est du détail que franchement, tu remarques pas en premier visionnage. Et du coup, ça m'a posé la question de comment est-ce que c'est amené dans les livres, parce que souvent dans ce genre de livres, tout est beaucoup intériorisé, t'es dans la tête des personnages, et je trouve que c'est difficile à retranscrire à l'écran parce qu'en fait tu peux pas juste leur faire exprimer ce qui se passe dans leur tête tout le temps, quoi. Et là du coup c'est plein de détails, il y a plein d'easter eggs aussi dans la série où si tu les remarques pas au premier visionnage, ça perturbe pas ton appréciation de la série, mais quand tu les remarques tu dis yes, j'ai gagné un point de plus. C'est clair, j'ai vu ça, mais c'est pour ça qu'il est comme ça. Et là c'est vrai que de revoir la série pour noter pour le podcast, je revois plein de trucs que j'avais pas vu, des détails où tu dis ok, par exemple quand justement ils font des conférences de presse où on est d'abord en haut de la table et on les voit et tous les deux s'affrontent parce qu'on veut absolument, vu que c'est les deux rookies de l'année, où tous les deux s'affrontent, on leur pose des questions pour s'affronter, donc ils sont en confrontation toujours en surface, et en dessous de la table tu les vois qui se touchent les pieds, et tu fais ok, c'est une métaphore de leur vie complète, quoi. En fait la surface qu'on donne aux journalistes et ce qu'il y a entre nous quand on se cache. Et dans cet aspect caché, en fait, c'est une grosse part de leur relation parce que ils ont une relation à la base que sexuelle, mais d'homme à homme, dans un milieu où on le sait, dans le sport de haut niveau, il y a très peu d'athlètes qui sont out
publiquement, on va dire. Il y en a quelques-uns qui sont out publiquement et quelques-uns juste auprès de leurs coéquipiers. Mais en tout cas, c'est très rare, surtout dans des sports comme le hockey, le football américain ou le rugby, par exemple. En tout cas, des sports d'équipe où on se retrouve tout nu à la douche à la fin du match, quoi, on va dire. Et donc, il y a tout cet aspect aussi, en fait, le vivre caché, mais pas tant... Enfin, alors, j'allais dire pas tant à cause des parents, si, un peu, notamment, puisque Ilya est quand même russe, donc voilà, ça complique les choses, mais surtout parce que ta famille de hockeyeurs, tu sais pas comment elle va interpréter les choses. Et tout ça, c'est amené de manière intelligente, notamment quand il y a la partie aux Jeux Olympiques, parce que, en fait, leur relation à Ilya et Shane, elle se passe sur 10 ans. Entre le moment où ils se rencontrent, leur premier rapport sexuel et la fin de la saison 1, il se passe 10 ans, et donc au milieu de ça, il y a les Jeux Olympiques à Sochi, donc en Russie en 2014, et donc forcément, on le sait, la Russie, c'est pas un pays d'accueil pour les personnes LGBT, clairement pas, et donc il y a aussi des discussions autour de ça, notamment parce qu'ils vont voir... il y a des joueurs de hockey qui vont voir un patineur qui est ami avec Shane, un patineur artistique. Et c'est vrai que le cliché, c'est de dire que ceux qui font du patinage artistique, c'est souvent des personnes homosexuelles. Et donc, il y a une discussion là-dessus de « Ah, ils sont courageux de venir en Russie, etc. » Et on voit Shane qui avait même pas pensé à cet aspect-là par rapport au pays. Et donc, ça renvoie un peu aussi une compréhension de « Ah, mais... » c'est aussi pour ça qu'il y a ce cache et c'est pas juste comme moi parce que ses coéquipiers, on sait pas comment ils vont le prendre, quoi. C'est ça, lui il a son pays qui est contre lui en fait, donc c'est pas que son père ou son frère, c'est son pays. C'est ça. Déjà à chaque fois qu'il perd, c'était une honte pour la patrie, mais alors là si en plus tu rajoutes le fait d'être bi, mais t'es perdu mec. Et c'est pour ça que l'épisode 5 est une libération pour lui, quoi. I am very sorry about that. Truly not a big deal. How may I help you? What's good? Just a bunch of very decent smoothies with deeply stupid names. Any allergies? Or... No, I'm easy. Okay. I mean, the best one's the blueberry one, but... Oh, you mean Blue Moon over Brooklyn? Yeah, that's it. But what? Oh, nothing. Just when I make it for myself in the morning, I add a banana. Oh, so you're kind of wild. I mean, it wouldn't be the first time somebody's told me that. Yeah, that actually sounds pretty good. Yeah? Blueberry with banana. I take that. If it's okay to order off menu. Kip. I mean, technically it was my idea, so I think we can get away with it this time. On reviendra sur l'épisode 5 après, parce que je pense qu'il faut d'abord qu'on parle de l'organisation de ces épisodes. Et notamment, la série fait que 6 épisodes, enfin la saison 1 fait que 6 épisodes, et on n'en a que 5 dédiés à Shane et Ilya. Est-ce que tu veux nous expliquer ce qui se passe ? L'épisode 3, justement, n'est pas sur Shane et Ilya, mais sur un autre joueur de la Ligue qui s'appelle Scott Hunter. Et cet épisode, il est super. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est mon 2e épisode préféré. Et donc, dans l'épisode 3, on se retrouve donc avec Scott Hunter, un autre joueur de hockey, qui, lui, est un peu, je vais pas dire en fin de carrière, mais on sent qu'il est plus loin dans sa carrière. Et apparemment, il est un peu dans une pente descendante. On le voit au tout début de l'épisode, il écoute une sorte de podcast de sport où les gens sont en train de lui dire « Mais qu'est-ce qui arrive à Scott Hunter ? Est-ce qu'il va encore foirer son dernier match ? Il marque plus de buts et tout ça. » Et finalement, le jour-là, il s'arrête à un bar à smoothie et rencontre Kip. Ah, ça c'est très cliché. Oui, mais Kip est beaucoup trop mignon. Oui. Et donc, il y a une petite drague qui se fait entre eux, tout douce au début, parce que personne ne sait si l'autre est OK avec ça et tout. Mais donc, ils se parlent et tout. Et finalement, à chaque fois que Scott joue à domicile, il passe boire son smoothie. La deuxième fois, il revient, il lui dit « Je suis un homme avec des superstitions, j'ai gagné la dernière fois, donc je reviens, je refais les mêmes choses, j'aimerais bien que tu me refasses le même smoothie et tout. » Et donc finalement, il revient. Il y a un jour, il reste un peu plus longtemps et il commence à discuter. On en apprend un peu plus sur Kip, qu'il est étudiant en art, qu'il aimerait rentrer dans une grosse école, tout ça. Et finalement, Kip, pour payer ses études, se retrouve à être serveur. Scott est là. Il lui renverse un plateau dessus. Oh non. Donc et ouais, le pauvre. Il s'excuse, nanana, il se recroise pendant toute la soirée. Et finalement, Scott lui dit « Non, mais je déteste ce genre de soirée. » Il lui dit « Viens, je t'emmène dans un autre resto que j'aime bien. » Mais il y a une trop grosse queue, donc il décide
d'aller chez Scott. Donc Kip est un peu surpris quand même que Scott soit assez entreprenant, parce que je pense que pareil, il se dit ok, c'est un hockeyeur, je suis même pas sûre encore qu'il soit vraiment très gay, mais finalement Scott prend les devants, il y va. On sent que Kip lui a vraiment tapé dans l'œil. Et donc il l'invite à manger chez lui, ils couchent ensemble. Là, on a une réplique culte quand même, enfin, pour moi. Vas-y. Parce que, du coup, quand ils arrivent chez Scott, Scott lui dit Do you want to visit Or? Et Kip lui dit I pick Or. Il a même pas le temps de finir sa phrase, c'est je choisis le ou. Bien sûr. Et donc Scott aussi, après le sexe, lui demande de rester pour la nuit. Donc ça pareil, ça surprend Kip aussi. Il est hyper attentionné. Bref, les deux sont beaucoup trop mignons ensemble. On sent très vite qu'il y a une vraie attirance et qu'il y a même plus que ça. Scott lui fait une grosse déclaration, mais il lui dit aussi qu'il peut pas faire son coming out tant qu'il sera pas en fin de carrière, qu'il sera pas à la retraite. Mais il lui demande quand même de s'installer dans l'appartement avec lui. Donc ils cachent leur relation, même Kip a ses amis, mais Kip, les amis de Kip, ils sont vraiment pas stupides. Ils disent, non, mais... Ils se retrouvent tout le temps dans un bar LGBT déjà. Ils sont tous en mode ah, vous êtes trop beaux, nanana. Oui, vous êtes pas ensemble, soi-disant, blablabla. Et Scott propose aussi ces 2 places qu'il a attitrées pour chaque match, et donc Kip va avec sa copine souvent le voir. Pareil, leur relation sexuelle, elle est toujours dans le consentement, elle est toujours très belle. C'est 2 corps magnifiques qui couchent ensemble. C'est vraiment toujours sain. Mais finalement, un jour, la meilleure amie de Kip voit Scott à une autre soirée aussi où il les a invités. Elle lui dit qu'en fait, t'as l'air très heureux, mais Kip, il a l'air beaucoup trop triste parce qu'il doit cacher pour lui cette relation. L'épisode finit, il n'y a pas vraiment de fin, mais on sent qu'en fait, ils vont chacun continuer leur vie un peu séparément parce qu'en effet, Kip mérite aussi que leur relation soit publique. Ce qui est très intéressant dans cette discussion, c'est qu'elle lui dit pas il faut que tu le quittes, votre relation, elle a pas d'avenir ou quoi. Elle lui dit juste toi comme lui, vous méritez de briller. Oui. You deserve sunshine, elle lui dit. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, elle dénigre pas du tout la difficulté que c'est pour lui et elle lui dit juste que c'est pas ça qu'il mérite et qu'il mérite bien mieux et que là, c'est peut-être pas son moment, quoi, mais que ça leur fait du mal à tous les deux, quoi, en fait. C'est ça, qu'en effet, la relation, elle est belle, qu'ils sont beaux ensemble, qu'ils ont l'air tellement amoureux, mais que... les gars, vous méritez mieux, vous méritez de pouvoir aller acheter de l'art sans vous cacher, quoi. Ouais. C'est pour ça que cet épisode est intéressant parce que ça montre une autre relation homosexuelle, mais différente de celle de Shane et Ilya, où là, en plus, les deux sont hyper bien entourés. Kip, c'est tous ses amis... Et son père, je trouve, son père sait qu'il est gay et son père est là. Apparemment, sa mère est peut-être morte ou plus là, je sais pas, mais en tout cas, elle est pas là. Et son père est vraiment là pour lui. Il peut tout lui dire, je pense. Il l'écoutera. Il est à fond dans le hockey aussi. Et moi, je trouve que c'est très mignon. Scott, oui, pour le coup, lui est plus seul. Ouais, et c'était ça, moi, que j'allais dire. Oui, pardon, j'ai dit les deux entourés, mais c'est faux. C'est que, en fait, moi, j'ai adoré le parallèle familial entre les familles de Kip et Scott et les familles de Shane et Ilya. Parce que si on regarde bien, Ilya, il a un père russe, hyper rustre en plus, et hyper violent dans sa manière d'être. Enfin, c'est vraiment le patriarche par excellence, qui attend toujours des exploits de ses enfants, etc. En parallèle avec le père de Kip, qui est hyper bienveillant, qui lui dit tout le temps qu'il l'aime, il s'appelle au téléphone tout le temps, enfin, il s'inquiète dès qu'il le voit pas suffisamment. Enfin, bon, voilà, c'est trop mignon, quoi. Il est là à son anniversaire avec ses copains, enfin, genre... qui fait ça, quoi. Et en parallèle, Shane, qui est entouré de ses 2 parents qui sont là à tous ses matchs, sa mère qui gère ses sponsors, enfin, et qui sont aussi hyper bienveillants, en fait, hyper à l'écoute de ce qu'il peut vivre, etc. Et on a Scott qui est orphelin. Et donc, il n'a plus de parents, et c'est pour ça aussi que ces 2 places sont toujours vides pour venir le voir au match, et qu'il peut les offrir facilement à Kip. Alors, on pourrait se dire que il a peut-être des amis, mais en fait, tous ses amis sont son équipe de hockey. Et donc, en dehors du hockey, il n'a personne. Et je trouve que ce parallèle entre Scott, qui a plus de parents, qui est orphelin, mais par contre, qui a trouvé sa famille dans le hockey, et Shane, qui a ses 2 parents, qui a des copains dans le hockey, mais toujours avec son spectre difficile de créer des relations, on va dire. Je trouve ces parallèles-là sont trop bien écrits et trop beaux à regarder dans la série.
Oui, à chaque fois, en fait, il y a toujours celui qui va bien, celui qui est moins bien entouré, pour montrer en fait aussi toute l'homophobie qui est présente un peu partout. Même si, pour le coup, le créateur, Jacob Tierney, disait qu'il voulait créer une série et montrer de la queer joy. Avoir vraiment des relations où l'amour est beau et l'amour est simple, mais avec des gros guillemets aussi, quoi. C'est hyper intéressant. En vrai, je trouve que c'est réussi parce que même si ils sont dans l'ombre et ils sont cachés, on va dire, leurs relations sont belles, quoi, tu vois. Il y a beaucoup de respect, et puis il y a quand même ce truc de ils tiennent les uns aux autres. Oui. C'est pas juste bon, alors au début entre Shane et Ilia, on peut peut-être dire que c'est juste un coup d'un soir et puis basta, mais en fait ça l'a jamais vraiment été. Non, parce que mine de rien, même si c'est que ça, on voit quand même, à travers toutes les années, le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. C'est-à-dire que même quand ils font des matchs l'un contre l'autre, c'est toujours avec beaucoup, beaucoup de respect. Ils se trashent pas, quoi. Ils se disent des trucs avec multiples sens quand ils se voient, genre fuck you, machin, you first, quoi. Et des choses comme ça. Mais c'est toujours beaucoup de respect, même quand l'un voit les accomplissements de l'autre. Que ce soit la télé ou tout ça, il y a toujours un sourire, genre putain bravo, je suis fière de toi et tout. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est connecté entre eux dès le départ en fait. Eux s'en sont peut-être pas rendus compte et parce que au début tu te dis pas je suis trop amoureux tout de suite de quelqu'un, mais oui je pense qu'ils se sont trouvés vraiment dès le début en fait. Autant Ilia il sait déjà qu'il est bisexuel, Shane pas du tout. Et donc en fait dès le départ, tu peux pas lui en demander autant, tu peux pas lui dire ah bah sors avec moi direct. Bon alors déjà Ilia n'aurait jamais dit ça, mais enfin tu peux pas lui dire tout de suite de mettre des mots sur ce qui se passe parce que même lui il sait pas ce qu'il est en train de se passer. Ah bah il l'a dit qu'à l'épisode 5 il me semble, non 4, il le dit je suis gay. Il fait toi ok t'es bi mais moi je suis gay, il dit c'est la première fois que je le dis à haute voix. Je crois que c'est l'épisode 5. C'est l'épisode 5 ? Ouais, quand il en parle avec Rose. Maybe I'm completely off base here, but I don't know, I feel like maybe you'd rather be kissing Miles. Hey, it's really okay. It's not. I do like you, I really do. I like talking with you, I like being with you, I like all of it. I know the sex stuff is a problem. It's not a problem. A problem is something you can fix. We're more like a square peg in a round hole. Ew. No, I'm sorry, forget I said that. We're not meant to fit. And it's really fine. I just don't think that we can keep trying. Et sur ce sujet-là, justement, il y a un personnage secondaire qui apparaît et qui apporte un peu des clés à Shane sur ce sujet, qui s'appelle, donc c'est Rose Landry, qui est une actrice hyper famous, quoi. Enfin bankable, j'ai envie de dire du moment, quoi. Très belle. Les paparazzis en font des caisses autour d'elle et donc en fait ils se rencontrent dans un bar après que Shane et Ilia ont eu une petite embrouille parce que on sent à ce moment-là que Ilia commence à tomber clairement pour Shane, enfin il se l'avoue pas mais il tombe et il se voit chez lui au moment où ils ont un match à Boston et au moment où ils entament un rapport sexuel. Il dit le prénom de Shane, sauf que jusque-là, ils ne s'étaient jamais appelés par leur prénom, ils s'étaient toujours appelés par leur nom, puisque en plus dans le sport de haut niveau, surtout sur les sports d'équipe, en fait on les appelle Hollander, Rosanov, et puis leur prénom compte presque pas, j'ai envie de dire. Et en fait à ce moment-là, Shane, il débloque quoi, il se dit il y a une étape qui est passée, je suis pas prêt à passer cette étape, et donc il part en plein rapport avec Ilia, et on sent que Ilia ça peut le blesser, et donc là pendant tout un temps ils vont plus trop se voir, quoi, pas plus s'écrire, plus envoyer de messages, parce qu'en fait toute leur relation elle est aussi beaucoup basée par message. Shane écrit à Lily et Ilia écrit à Jane, puisqu'il ne faut pas se faire prendre même par message. Et donc, pendant cette période-là, Shane va rencontrer Rose Landry dans un bar, qui est donc l'actrice hyper à la mode du moment, et ils vont se mettre à sortir ensemble. Donc, ils vont être pris en photo par des paparazzis, il va l'inviter à ses matchs et tout. Donc, on voit aussi tous les trucs où ils apparaissent ensemble. Enfin, vraiment, ça énerve Ilia à un point fou. Et ils ont aussi des rapports sexuels, enfin, du moins, ils essayent. Très vite, du coup, il y a un épisode où Rose lui ouvre un peu la porte pour qu'il puisse
dire à quelqu'un pour la première fois qu'il est homosexuel. Et cette scène dans le restaurant, moi je la trouve hyper belle parce que en fait elle va jamais le forcer en lui disant si en fait je sais que t'es gay, dis-le-moi. Non, pas du tout. Juste elle lui montre qu'il peut avoir une confiance en elle absolue, qu'elle le dira à personne et que même si leur relation elle est pas vouée à être une relation amoureuse, leur relation elle compte quand même pour Rose. Et donc si ça peut l'aider lui à être mieux dans sa vie et mieux dans ses pompes, et elle est prête à tout entendre de sa part, quoi. Enfin, on voit les larmes dans ses yeux quand il le dit pour la première fois. C'est assez beau comme écriture de discours avec parfois juste des silences qui veulent tout dire. Enfin, moi j'ai adoré cette scène. Oui, ça commence ce fameux épisode 5, c'est le début de cet épisode. Et oui, on démarre bien. Et en effet, elle commence par lui parler de mon pote Miles, il est gay, d'ailleurs, il te trouve très beau, machin. Il est jaloux. Et il lui dit, il est jaloux de moi parce que je sors avec toi. Elle dit, non, pas du tout. Et donc voilà, pour lui dire que, tu sais, j'ai déjà un ami qui est gay, je peux garder un secret, machin. Et d'ailleurs, je pense que peut-être t'aurais plus envie de faire l'amour avec lui qu'avec moi, de l'embrasser. Voilà, elle lui amène tout doucement. Et après, voilà, elle lui dit, mais je serai ta confidente pour toujours, tu m'envoies des messages quand tu veux. Et on le voit après dans l'épisode 6, en effet, qu'ils s'appellent souvent, qu'ils prennent souvent des nouvelles l'un de l'autre. Et elle le conseille aussi, quoi. Elle lui dit, il faut que t'en parles à tes parents, peut-être, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Donc, non, leur relation, elle est très belle. Rose, elle est vraiment... c'est une très bonne amie. C'est un bon support, comme Svetlana peut l'être pour Ilya, en fait. Chacun a un personnage féminin étonnant, très, très proche, qui permet de les faire avancer et de les aider. Et justement, donc ça c'est, on va dire, au début de l'épisode 5. On va pas se cacher, pour toi comme pour moi, je pense que c'est notre épisode préféré. Oui. Voilà, et je pense pour beaucoup. À sa sortie, il a même eu 10 sur les notes sur Internet. En tout cas, vraiment, cet épisode est vraiment fou. Donc, on va revenir dessus un peu plus en détail. Pourquoi est-ce que cet épisode 5, il est hors du commun par rapport aux autres? Pourquoi est-ce qu'il marque autant les esprits? Je pense parce que il y a un tournant dans leur relation, vraiment avec cet épisode-là, justement. Là, Shane ose affirmer, il le dit une fois qu'il est gay. Je pense que sa relation avec Rose, là, en effet, lui a un peu ouvert les yeux. Et quand ils se retrouvent en Floride, juste après ce moment de rupture entre eux, et quand ils se revoient, ils se chambrent un peu et tout ça. Discrètement, Ilya pose des questions par rapport à Rose, genre oui, tu vois toujours Rose, machin. Lui, il dit non, c'est fini et tout. Donc on sent qu'Ilya, il est au 7e ciel, quoi. Et après, ils jouent ensemble, et ils jouent, mais trop bien ensemble, quoi. Ils font des super passes, ils marquent des buts. Parce qu'on s'y connaît hyper bien au hockey, du coup on peut se permettre bien de sûr. le dire. Non mais il lui dit super passe, merci, super but. Donc voilà, très bien. Et il y a aussi toute cette tendresse que peuvent avoir aussi les hockeyeurs entre eux, genre tu marches un truc, je te mets une claque sur le cul ou je t'embrasse, machin. Et ça, ils peuvent même le faire sur la glace à ce moment-là, vu qu'ils sont dans la même équipe. Et donc, tu sens vraiment qu'ils peuvent plus ne plus se toucher et tout ça. Donc, même dans la même équipe, ils le font. Et donc, ils sont super heureux de se retrouver. Ils sont dans un endroit qui est trop beau. Il y a une scène vraiment un peu kitschouille, mais ils se retrouvent devant un coucher de soleil tous les deux pour savoir ce qu'ils vont faire par la suite. Et limite, ils se disent voilà qu'ils sont trop contents de se retrouver. Il y a des petits rapprochements de mains sur le sable, avec vraiment le coucher de soleil derrière. Et puis, quand ils se retrouvent le soir à la chambre d'hôtel, je pense que c'est une des premières fois où quand ils se retrouvent, ils se sautent pas dessus dès le début. Oui, c'est là où tu vois qu'on n'est plus sur la passion, on est sur une relation. Ouais. C'est vraiment plus doux. Tu sens aussi exactement avec ça que la relation, elle a évolué aussi, en fait. Parce qu'ils discutent, ils se prennent dans les bras, ils se livrent l'un à l'autre. Et c'est des choses qu'on n'avait pas vu en fait jusque-là. Et c'est là où tu vois que on est passé de la phase sexuelle lune de miel, on va dire, à vraiment la relation amoureuse. Ilya parle enfin de sa famille pour la première fois, il parle de son père et il pleure. Ilya en parlant de tout, et Shane est vraiment là pour lui malgré le fait qu'il soit pas toujours doué avec les interactions sociales. Il sait dire exactement les bonnes choses, quoi. Et après, donc, il y a un gros changement aussi dans la vie d'Ilya, c'est que son père va mourir. Donc, il va à l'enterrement, il voit son frère, et là, il se dit, ok, en fait, je règle tout. Là, j'y vais, et c'est la dernière fois que je viens. Il voit son frère, il lui dit, ok, tu prends mon appart, je mets sur un compte l'argent pour ma nièce, mais par contre, ce pays, ma famille, c'est fini, en fait. Et quand il revient, tu sens qu'il y a une libération pour lui. Mais avant, il y a ma scène préférée de l'épisode.
C'est quand il est encore là-bas et qu'il appelle Shane. Et donc en fait, c'est là aussi où ça change, c'est qu'il s'envoie plus de textos, c'est qu'il s'appelle. Et ils sont appelés. Ilya appelle Shane, il lui dit comment ça va la Russie et tout, machin. Il s'appelle ton père. parce que Shane s'inquiète, parce qu'en fait il n'a pas de nouvelles d'Ilya. On lui dit qu'il est parti en catastrophe, qu'il n'est pas rentré avec son équipe du dernier match. Enfin, en fait il sait pas ce qui se passe, quoi. Et donc du coup il s'appelle parce que il a besoin d'avoir des nouvelles, et les SMS il a pas de réponse. Ben c'est ça. Après, il a appelé une première fois, mais il l'appelle une deuxième fois où il se retrouve et il dit tu peux parler un peu. Shane va dans les escaliers, Ilya est dans la rue, et donc il parle un peu de ça. Il sent qu'il en a gros, qu'il n'arrive pas à dire les trucs. Il dit pour moi en anglais c'est difficile. Et Shane lui dit un truc mais trop bien. Il dit bah dis-le en russe. Sors tout ce que tu as à dire en russe. Moi je comprendrai pas. Mais je suis là pour l'entendre et toi t'as besoin de le dire et ça va te faire du bien. Et là Ilya il sort tout, quoi. Il dit que tout est trop pour lui, qu'on attend trop de choses de lui, qu'il n'est pas assez, qu'il culpabilise aussi parce que son père avant perdait un peu la boule, il culpabilise de ne pas avoir été là pour son père, d'avoir laissé son frère, et en même temps, pour pouvoir payer les gens, il faut qu'il fasse son sport aussi. Donc t'as un montage entre Ilya qui parle et Shane qui écoute, et tu vois que Shane encaisse, voit à peu près de quoi il veut parler quand même, mais il l'écoute. Il dit Ilya dit qu'il est seul, à part Svetlana, et là il lui dit aussi quelque chose, il lui dit qu'il est amoureux de Shane, mais en russe. Il lui fait une énorme déclaration. Et c'est drôle parce que dans les séries télé, quand tu passes de l'autre côté, quand t'es en train de parler, mais que tu passes sur la personne qui écoute, t'as ce petit effet sonore de téléphone. Et en fait, au milieu de la conversation, quand il commence à se déclarer un peu plus, l'effet sonore disparaît, pour enlever finalement cette distance qu'il y a entre eux. Et donc voilà, et c'est la première fois que Ilya dit que Svetlana compte aussi pour lui, mais qu'il a quelqu'un d'autre aussi qui est hyper important pour lui, c'est Shane, et qu'il l'aime trop, quoi, en fait, et qu'il voudrait qu'il soit là. Et Shane, je pense, quelque part, comprend un peu que ce qu'il lui dit, il y a aussi quelque chose pour lui aussi, en fait. Et cette séquence, elle est juste incroyable, quoi. I don't know. English is too hard right now. I wish I spoke Russian. Yeah, you could probably learn it in a week. No accent. Perfect. Bonjour. That's French, Ilya. Я Inushi. Where are you? I'm just walking. I needed to get out. Hey, I have an idea. How about you tell me everything that's on your mind, but in Russian? I won't understand, but maybe it'll help. Окей. Я никогда больше сюда не вернусь. Я здесь все ненавижу. И все меня ненавидят. Я за все плачу. Я слежу, чтобы у всех были нормальные вещи. Чтобы еда была на уровне. Чтобы отец был похоронен рядом с его родителями. En fait, on sent qu'il leur a fallu tout ce temps-là pour en arriver à être honnête, et même si c'est honnête dans une langue que Shane comprend pas, ça fait la différence, parce que ensuite Shane va avoir un accident sur la glace, et ses premières pensées quand on le voit avec les médecins, c'est dites à Ilya de pas s'inquiéter, il va s'inquiéter, et ils lui disent, les médecins, mais on a prévenu vos parents, non mais pas mes parents, il va s'inquiéter, et on entend très doucement un Ilya, quoi. Enfin là, quand il est plus dans le contrôle, parce qu'il peut plus contrôler en fait quand il vient d'avoir un choc pareil sur la glace, et ses premières pensées elles vont à Ilya. Et ça, c'est juste hyper beau, et c'est toute une construction. En fait, moi, ce que j'ai aimé aussi dans cette série, c'est que ça prend du temps. Tu vois, on a dit ça dure sur 10 ans, leur relation. Et d'habitude, dans les séries de romance et tout va hyper vite. Les déclarations d'amour et tout va super vite. Là, alors bon, c'est en 6 épisodes, donc ça va vite quand même, mais si on regarde sur la temporalité, en fait, ça se construit tellement lentement, parce qu'en fait, entre chaque fois qu'ils se voient, il se passe déjà 6 mois entre chaque match, quasiment. Donc forcément, ça prend du temps, et du coup, moi, je fais un peu ce parallèle avec ceux qui ont eu la patience d'attendre une semaine. Quand t'attends une semaine, dis-toi que eux, quand ils attendaient pour se voir, il fallait qu'ils attendent 6 mois, et donc ce que toi, t'as ressenti en une semaine de j'ai attendu pour avoir un épisode, eux, ils ressentaient ça pour 6 mois. Et donc toute cette construction sur la longueur et la lenteur, on va dire,
en fait que derrière, ils sont tellement honnêtes l'un envers l'autre qu'il n'y a plus de doute entre eux, en fait. Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, et puis ce que tu dis sur le fait de se relâcher, parce que là, il est dans une position, c'est pareil à l'hôpital, parce qu'il est sous calmant. Et là, on l'a jamais vu comme ça, genre, oh, il y a machin, il est à 8000. Et c'est trop drôle. Et limite, il lui déclare aussi des trucs, quoi. Il dit des choses qu'il a jamais dites. Et c'est beaucoup trop drôle. Et c'est là aussi où il lui dit, non mais... cet été, vu que tu repars pas en Russie, viens dans mon cottage, on peut passer 2 semaines ensemble si tu veux, on est loin de tout et tout. Et là, il fait ok, on en reparlera. Il dit non, hein. Franchement, il lui dit c'est pas possible, ça va pas être possible, quoi. Au vu de qui on est et tout. Il lui dit pas méchamment, on sent que ça le blesse, mais il lui dit quand même non, en vrai. D'habitude, c'est jamais lui qui repousse quand il dit non mais attention on peut nous voir ou ce genre de choses. Je lui dis il s'en fout. Et c'est vrai que lui c'était la première fois où c'était lui qui me mettait 2 pas en arrière sur ça, quoi. Et donc on arrive sur la fin d'épisode où back to Scott Hunter qui gagne la coupe. On comprend enfin pourquoi on a eu un épisode entier sur Kip et Scott, parce que jusque-là on était bon, ils sont bien mignons, mais pourquoi on les a eu sur un épisode complet? C'est le déclencheur de tout. On aime Scott Hunter et Kip. Donc là, il gagne la coupe, je ne sais plus comment elle s'appelle. Du championnat national. Hein, Voilà. Et tout le monde a sa famille qui descend, ses enfants pour les féliciter. Et lui est tout seul. Et donc là, il fait un tour sur la glace. Et donc, en fait, on voit ça et on entend les commentaires des commentateurs en même temps. Genre, bravo Scott Hunter, machin. Ah, il a l'air de regarder la foule pour les remercier pour cette année, nanana. Et tout d'un coup, là, il voit Kip. Et on a donc les commentateurs qui commentent. On a de l'autre côté, il y a chez lui et Shane avec ses parents en train de regarder aussi. Et donc voilà, on est sur ce montage parallèle de tout le monde qui est en train de regarder en même temps ce moment historique, parce que l'équipe a gagné. Et toi qui es dans l'aspect technique, on va dire audiovisuel, il y a aussi tout un truc sur la caméra qui tourne. Oui, la rotation. Où le montage, pour le coup, de cette séquence est très bien fait, parce que on passe des uns aux autres tout en rond, en fait. Tous les protagonistes sont pris dans la même spirale. On voit que ça les concerne tous. Scott voit Kip, il lui dit de descendre. Donc les commentateurs, c'est c'est trop sympa, et il demande il va réaliser le rêve d'un fan et tout. En effet, il va réaliser le rêve d'un fan. Oui, et Kip descend, il lui dit t'es sûr, t'es pas obligé, franchement, machin. Et Scott il fait si, et là il l'embrasse et c'est beaucoup trop beau. Même les commentateurs ils font waouh, on n'a jamais vu ça et tout. Et là pareil, les parents de Shane ils font mais qu'est-ce qu'il fait? Bon good for him. Pareil Ilya, et là Ilya se lève, il prend son téléphone, il appelle Shane et autre phrase mythique. I'm coming to the cottage. Oh my god. Et là, mais toi, je sais pas dans quel état t'étais quand t'as fini cet épisode. À force d'avoir vu plein de choses, je savais que l'épisode 5, il allait se passer quelque chose. Je pense que j'ai pas été aussi surprise que si j'avais vu la série au moment où elle était sortie, en fait. Mais j'ai fait ouais. Ah ouais, que moi je m'étais rien fait spoil. Putain, t'as de la chance, c'est pas possible quand même. Comment t'as fait, quoi? Je sais pas, mais je m'étais rien fait spoil. Et du coup, je suis arrivée à la fin de l'épisode 5. Alors déjà, j'ai crié dans l'appartement. J'étais mon Dieu, mais que vient-il de se passer et tout. Mon mec était en télétravail ce jour-là. Et vraiment, je ne tenais plus en place. Il fallait que je parle avec des gens, il fallait que je débriefe. J'étais là, non mais tu te rends compte de ce qui vient de se passer et tout. Lui, il avait rien vu de la série. J'étais là, mais attends, mais il faut que je te raconte et tout. Non. Et je m'étais dit à la base, je regarde un épisode puis je retourne bosser. Je n'ai pas pu. Au début, j'ai éteint la télé et j'ai dit allez, vas-y. Et en fait non. Enfin franchement, j'étais une pile électrique, quoi. J'étais en boucle sur cette fin et sur tout ce qui s'est passé en un seul épisode, quoi, parce que vraiment c'était hyper intense, t'as pas le temps de cligner des yeux, quoi. C'est fou. Et surtout tu te dis enfin, parce que dans toutes les romances, que ce soit en livre ou en série, ce qu'on souhaite c'est le happy ending, quoi. Moi, je sais que pas toujours, mais j'aime bien aussi quand ça finit mal. Et souvent, en fait, le schéma typique des romances, c'est d'avoir une happy ending à la fin. Sauf que quand c'est sur des séries, souvent t'as un rebondissement quand même à la fin d'une saison pour justifier la saison 2. Et sauf que là, tu termines l'épisode 5 où tu peux pas croire autrement qu'ils vont pas avoir leur fin heureuse à la fin de l'épisode 6, en fait. Ils ont tellement galéré tout le reste de la saison que tu dis, ils vont enfin nous la donner, quoi. Surtout que pour le coup, ce que ma pote me disait aussi, c'est que... Parce qu'on avait été voir un film, elle me dit « Mais les queers, ils peuvent pas avoir des fins heureuses, des fois. » Et là, pour le coup, c'était enfin une histoire queer
qui avait une fin heureuse, parce que souvent les personnages homosexuels, on a l'impression qu'on les punit d'être homosexuels, Ouais. quoi. Oui, on le voit avec l'épisode 6, ça se finit bien. Clairement, ça se finit d'une façon en plus très typique dans la voiture, avec la le main dans la soleil, main, avec le ils se soleil, regardent. voilà, c'est il y a pas plus cliché, on va dire, et en même temps, il mérite ce cliché, quoi. Et en même temps, ça se finit bien et ça pourrait se finir là-dessus, sauf qu'ils annoncent quand même une saison 2 parce que dans la série de livres Game Changers, il y a quand même 2 tomes dédiés à Ilya et Shane. Et là, dans la saison 1, on a le premier tome qui leur est dédié, on a une partie du tome sur Kip et Scott, on a des petits éléments de la saison 2, enfin du tome 2 de Ilya et Shane, mais on a quand même toute une partie qu'on n'a pas, et notamment toute la partie où ils vont vivre en couple caché, mais Ilya va changer d'équipe pour se rapprocher de Shane, et qui va commencer aussi à vivre la vie de famille avec Shane. Avec les parents de Shane, son frère, ses neveux et nièces. Enfin, en fait, tout ce qu'il a jamais connu dans sa famille russe, qui est tellement russe, que il n'a pas pu le vivre, quoi. Même un repas de famille classique, on le voit quand il rencontre pour la première fois les parents de Shane. Il est juste heureux de manger des pâtes, quoi, parce que il vit un repas de famille comme il a jamais vécu dans sa vie, quoi. Et du coup, toute cette partie-là, normalement, on devrait l'avoir en saison 2. Oui, en fait, ça va être le quotidien. Et c'est ce que l'épisode 6 est aussi, en fait, quand ils se retrouvent au cottage. C'est le quotidien d'un couple, en fait. C'est on couche ensemble, on joue à la console, on se fait à manger, on va se baigner. C'est vraiment des ados, tu sais, ils jouent à la baballe, ils jouent à la console. Et en même temps, c'est tellement ça, enfin... Et je pense qu'ils attendent que ça, en fait. C'est d'avoir juste une vie amoureuse classique, quoi. Sans avoir à se cacher, sans avoir à faire attention, et que quand ils se voient, finalement, tout ce qu'on fait, c'est baiser parce qu'on a que le temps de ça. Là, on a le temps de parler, d'échanger des choses. Et cette première séquence où Shane dit, en fait, j'aimerais bien que pendant ces 2 semaines, on se dise que la vérité et on se dise tout ce qu'on a sur le cœur, quoi. Et c'est beaucoup trop chouette, finalement, ce genre de choses. Et voilà, et l'épisode 6, on est vraiment sur... Ouais, c'est le quotidien. À part, c'est là où les parents de Shane vont apprendre qu'il est gay. Il fallait bien l'apprendre à un moment. Oui, et ça va être la grosse discussion. Mais en même temps, cette discussion, elle est tout autour d'un repas, d'un machin. Elle est très belle, quoi. Moi, elle m'a beaucoup fait penser à Heartstopper. Quand je me souviens plus de son nom, mais le personnage qui est bisexuel dit à sa mère qu'il est bisexuel. Sa réaction, je m'en souviendrai toujours, je crois, parce que je l'ai trouvée trop belle. C'était de dire, je suis désolée de t'avoir fait sentir que t'étais pas en capacité de me le dire de me le dire, et que t'as eu peur de me le dire, quoi. Et c'était pas du tout remettre en question ce que son enfant est, mais juste, en fait, j'ai été une mauvaise mère, moi, de t'avoir laissé croire que t'étais pas dans un espace safe pour m'en parler. Et c'est exactement la même réaction que la maman de Shane a. Et du coup, là-dessus, moi, j'ai vu le parallèle avec Heartstopper et j'avoue, mon petit cœur, il était trop content. Oui. Non, sa mère, forcément, ça choque. Tu dis, en fait, je pense que c'est ça qui les choque. C'est pourquoi tu nous l'as pas dit, toi qui es tellement honnête, droit, machin. Ils l'ont dit, on s'est posé la question. On s'est peut-être dit qu'en effet, tu pouvais être gay et tout, mais... Et pour moi, le choc... Alors, c'est vraiment un jugement personnel. Hein. Je sais pas si c'est tout le monde qui a pu vivre ça comme ça, mais pour moi, ils sont pas choqués d'apprendre qu'il est homosexuel, mais ils sont choqués d'apprendre qu'il a une relation depuis 10 ans avec Ilya Rozanov, qui est son plus gros rival, qui déteste à chaque fois qu'ils en parlent, c'est je le déteste, nanana, ils en font des caisses. Et là, il débarque chez les parents comme une toute petite fille hyper gênée, il sait pas où se mettre. En fait, de passer de ça fait 10 ans que tu lui craches dessus, que tu l'aimes pas, que c'est ton rival sur la glace et tout, et pour nous dire qu'en fait, depuis 10 ans, vous couchez ensemble, pardon, mais pour moi, il est plus là le choc, plutôt que il sort avec un mec, quoi. Je pense aussi, sa mère, elle est tellement fan de hockey que c'est clairement ça, quoi. Avec Ilya Rozanov, et puis il répète 3 fois 10 ans, même avant, l'été avant. Summer before. et je pense que oui, et c'est là où je pense la mère, elle prend un coup en disant putain, ça fait 10 ans que tu nous caches ça doit être tellement dur pour toi, et merde, on a raté notre rôle de parents si en 10 ans t'as pas réussi à nous le dire, quoi. Mais en même temps, je pense que pour Shane, c'était aussi le temps de l'accepter, lui aussi. I left my charger at your place, and it's the old one that fits into my phone, and all the other chargers we have are newer, so... It's okay, Dad. I'm sorry, you shouldn't have found out that way. Found out what, exactly? I'm gay. Which I was going to tell you soon. I'm sorry I didn't tell you sooner. Yeah, and this is Ilya Rozanov, but you already know that. All right.
he's visiting and we're, Lovers. No, Haley, that's gross. But you hate him. No. I mean, I get that, but no, I actually, I love him. I did not want this to be how I told you. I'm sorry. Can we just sit down, please? Et sur cette scène-là, on voit vraiment tout l'amour qu'il a pour Shane aussi, parce que, oui. en fait, il l'a su avant Shane qu'il était amoureux, qu'il avait besoin de cette relation. Et on le voit notamment quand il parle de hockey avec la mère de Shane, parce qu'elle lui dit... parce que donc, les deux expliquent leur plan pour la saison suivante pour se rapprocher et être certes dans deux équipes différentes, mais moins loin que Boston et Montréal. Et donc, et vu qu'il a été drafté par Boston, la mère de Shane lui dit « Mais t'as aucune loyauté pour Boston ?» Et il lui dit « Bah non, ma loyauté, elle va à Shane. » C'est trop mignon cette phrase. My God. Et en fait, ça passe presque comme une lettre à la poste parce que la conversation, elle s'enchaîne. Mais nous, spectateurs, on est juste... c'est la première fois qu'ils mettent des mots sur tout ça, en fait. Et en plus, c'est devant les parents. Donc, mais oui, il est là, il mange, mais en même temps, il passe sa main dans le dos de Shane dès que lui a des hésitations. Et c'est vraiment le petit copain. Et il le dit d'ailleurs, mais je suis ton boyfriend, en fait. Bah oui. Et il est vraiment, il est trop mignon dans cette séquence. Et c'est vraiment quelque chose, quand tu regardes l'épisode 1, dont tu t'attends pas du tout de lui, en fait. Tellement il est russe, froid, machin. Mais après, quand tu Désolée pour tous les Russes qui nous entendent depuis le début de cet épisode. Mais en même temps, on pouvait s'attendre à ça quand on voit les relations sexuelles. Et je pense que ça, on en parlera après aussi. Moi, je voulais faire un point aussi cinéma, cinématique, photo, images, etc. Parce que, en fait, dans la saison 1, du coup, on démarre quand même toutes les fois où se voient Ilya et Shane. C'est le soir dans la chambre d'hôtel, dans le noir, ils passent par la porte de derrière pour pas se faire voir, etc. Enfin... Désolée. C'est tellement... Mais en vrai, c'est une très bonne métaphore. Tout se passe dans le noir et dans l'ombre jusqu'à l'épisode 6 où d'un coup, ils vivent dans la lumière, quoi. Et même les images sont comme ça parce que tout est hyper ensoleillé, tout est hyper lumineux. Les vitres, il n'y a pas de volets aux fenêtres. Enfin, c'est que des trucs où, ça y est, ils sont prêts, entre guillemets, à vivre au grand jour. Ouais. Pas à 100% leur amour, mais en tout cas, pour eux, ils sont prêts à être honnêtes l'un envers l'autre. Et du coup, ça enlève des barrières, et même visuellement, on le voit sur les images, et ça, c'est trop bien réalisé aussi. Et c'est pas juste une série, une rom-com un peu à la con, sans budget, quoi, j'ai envie de dire. Il n'y a pas beaucoup de budget, hein. C'était vraiment oui, mais une parfois, série du coup, faite, ces scènes-là, elles sont mal faites. Elles sont mal écrites, c'est juste, bon, bah oui, on a l'habitude de faire comme ça, donc on fait comme ça. Là... Même si c'est une série qui n'a pas un budget énorme, tout est réfléchi, quoi. C'est ça qui est intéressant, en fait, avec ce genre de série et de romance, c'est de faire du double sens, et dans l'image, et dans ce que tu dis. Is your first time with a man? You? No. Really? Really? Who, another player? No. My coach's son back in Russia. I like trouble. Aren't you scared of getting caught? No. It was nothing serious, and we had same secret, so it was just... Curious? Curious. And you make me curious. Maintenant qu'on a bien décortiqué les 6 épisodes, qu'est-ce que tu as pensé du coup du traitement de la sexualité, mais surtout qu'est-ce qu'elles apportent, ces scènes de sexe, parce que c'est quand même un gros passage dans la série. Il y en a 3 ou 4, on va dire, de scènes de sexe par épisode en moyenne, et qui sont visuellement bien présentes. Qu'est-ce qu'elles apportent ? Est-ce qu'elles apportent vraiment quelque chose ? Y a plein de gens qui disent qu'elles ne apportent rien. Moi, je trouve que si. Et je pense que c'est ce qui a plu beaucoup au public féminin et queer, c'est que généralement, en plus, les scènes de sexe homosexuels, on les cache. On sait que ça commence et puis après, on les cache. Et là, elles ont été montrées, elles ont été très bien chorégraphiées par la coordinatrice d'intimité qui s'appelle Chela Hunter. Les corps sont magnifiques. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'on détourne le male gaze. D'habitude, on utilise le male gaze sur les corps féminins où on découpe vraiment.
et tu sens quelque chose un peu de pervers. Là, on utilise ce male gaze, mais pour découper les corps masculins, mais aussi un peu avec une vision féminine, genre nous, ce qui nous plaît aussi dans le corps des hommes, c'est-à-dire le cou, les bras, ce genre de choses, même si là, on est aussi à fond sur les culs en même temps. Comment ne pas montrer ces magnifiques culs. Mais tu sens que le regard posé les uns sur les autres sont dépourvus de perversité. Je te mets des gros guillemets. Hein. Dès le premier épisode, il y a du regard. Les regards entre eux, le regard de la caméra qui se pose sur le sexe, les fesses, les bras, le cou, tout ça. C'est typiquement ce qu'un homme peut faire sur un corps féminin. Mais là, je trouve que c'est fait vraiment d'une jolie manière. Je trouve que on reste pas dessus, ça glisse. Je trouve que c'est moins sale, je mets encore des guillemets dessus, que le regard des hommes sur les femmes. Je trouve que c'est plus sain. Et ça diffère des relations hétérosexuelles dont on nous a abreuvés depuis toujours. Et je trouve que ce qui est différent aussi au niveau des scènes de sexe, le sexe n'est pas violent du tout. C'est passionné, mais surtout au début. On voit après, quand il se rapproche, que la passion part et que la relation reste. Mais là, c'est passionné, mais toujours avec du consentement. C'est la première fois pour Shane, ses relations sexuelles. On voit qu'il a déjà l'expérience. Donc c'est lui qui a les rênes par rapport à Shane, mais il lui demande toujours si c'est ok. Il se moque jamais de lui. Alors que quand tu le vois à l'extérieur, il fait tellement, il a tellement du bagou. Des pics, des petites punchlines là comme ça, bien amenées à chaque fois. C'est ça, mais là c'est hyper doux, c'est pas violent. Il lui demande toujours à toutes les étapes si c'est ok. Et c'est marrant parce que Jacob Tierney disait peut-être que les gens trouvent que ça manque de drama, mais en fait ça veut juste dire que c'est sans violence et sans domination masculine. Et ça c'est très innovateur en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de domination masculine qui soit à égalité les deux. Moi j'ai trouvé ces scènes de sexe vraiment très, très innovantes en fait, on va dire. Toi t'en as pensé quoi ? En fait, je comprends ceux qui vont dire que ces scènes de sexe elles apportent rien à la série, parce que pour moi c'est des gens qui ont pas l'habitude et qui n'ont pas été élevés dans on te plaque contre un mur, on te force, ça veut dire que c'est super bien, c'est hyper sexy, etc. C'est, je pense, des hommes blancs hétérosexuels qui peuvent avoir cet avis-là. En revanche, pour moi, même si on peut se dire que ça n'apporte rien à la série, ça apporte tellement à la pop culture et aux femmes et à la communauté LGBT, qu'elles sont essentielles parce que c'est important de voir du sexe de cette façon-là. Et même si on peut parfois se dire que peut-être il y en a un peu trop, ou j'en sais rien, qu'elle dure un peu trop longtemps, moi c'est pas ce que je me suis dit, hein, perso. Non, moi non plus, franchement. Mais tu vois, je sais pour le coup, du coup, en ayant regardé la deuxième fois avec mon mec, parfois il a trouvé ça un peu longué, mais c'est un mec blanc hétérosexuel, donc c'est pour ça que je catégorise vraiment là-dedans. Moi je trouve vraiment qu'en termes d'apport pour la pop culture, ces scènes de sexe, mais cette série de manière générale, elle va changer quelque chose. En fait, et surtout dans le contexte actuel, où franchement, avec les États-Unis comme ils sont en ce moment, etc., j'aurais pas misé un copec en novembre pour me dire que cette série, elle allait cartonner à ce point et qu'elle allait battre des records d'audience, de notation, etc. Et finalement, c'est justement ce qu'on a besoin. Le réalisateur, il a su trouver la bonne saga littéraire à adapter. En plus, du coup, ils vont pouvoir en faire un paquet de saisons. Mais ça marche, quoi, tu vois. Dans le même temps, en France, sortait la dernière saison de Bridgerton. Donc moi, j'ai regardé en 2 jours Bridgerton, j'ai regardé en 24 heures Heated Rivalry juste après. Et en fait, à côté de ça, Bridgerton, dans ma tête, ça n'a pas existé. J'ai trouvé ça mou du genou. Vraiment, ça a été une saison fantôme parce que j'ai enchaîné juste derrière avec Heated Rivalry qui a pris toute la place, quoi. Et c'est ça aussi que cette série, elle a eu, c'est un poids médiatique exceptionnel. Et moi qui suis fan de sport, et c'est comme ça, moi, que j'ai entendu parler de la série, c'est qu'en fait, les acteurs principaux, ils ont été porteurs de la flamme olympique. Mais oui, c'est trop bien. Et du coup, j'étais là, mais attends, c'est qui ? Je les connais pas, tu vois. Et ça a fait plein de rebondissements sur les réseaux de « Oh, ils portent la flamme olympique et tout ». Je me suis dit « Ok, ils jouent dans une série gay sur le hockey sur glace. » Bon, alors, ça veut dire que ça a eu un tel carton pour qu'il soit à Milan, parce que les jeux étaient à Milan-Cortina. Et donc, tout ça a fait que je pense que cette série, elle va rester dans les annales, mais peut-être pas pour j'allais dire pour sa qualité, si, justement pour sa qualité. Non, puis ce qui est fou, c'est aussi ce joueur de hockey, Jesse Courtney,
qui est un joueur de hockey américain, qui est le premier joueur de hockey à avoir fait son coming out juste après la série. Il a vu à quel point elle avait été tellement bien reçue. Il s'est dit, je peux le faire en fait maintenant. Je pense que j'aurai des alliés de mon côté. Ceux qui ont aimé la série seront de mon côté, quoi. Tu vois qu'une série, aussi petite soit-elle, peut faire changer les choses. Et en effet, quand tu dis que rien que pour ça va marquer la pop culture, bien sûr en fait. Et t'as raison, avec ce qui se passe partout, les libertés qui commencent à être hyper limitées, on a besoin de ce contenu qui finalement devienne hyper politique. Ouais, c'est clair. Et les acteurs, on les a pas cités jusque-là, donc on va quand même les citer. Hudson Williams qui joue Shane Hollander et Connor Story qui joue Ilya Rozanov, ils ont dit aussi qu'ils avaient reçu un nombre incalculable de messages de joueurs professionnels pour leur dire qu'ils se reconnaissaient dans leur histoire et surtout que malgré la série, ils pouvaient pas sortir du placard. Mais que en tout cas, cette série leur avait fait du bien parce que ça allait peut-être pouvoir changer les choses d'une certaine façon. Et je vois en tout cas en France, moi dans mon podcast sur le sport, j'ai reçu des athlètes qui sont out. Ils ont fait des watch parties avec des communautés LGBT de sport, etc. pour justement regarder les épisodes et pouvoir en discuter et discuter aussi de comment ça se passe dans les vestiaires, vraiment. Enfin, ça ouvre la discussion et la communication. C'est hyper important, quoi. Non, mais c'est clair. Et en effet, c'est important, comme on se rappelle du premier baiser homosexuel. Je sais pas si c'était vraiment dans Dawson, mais dans Dawson, il y a eu un premier baiser homosexuel. Et tu fais, la série a beau être ce qu'elle est, il y a quand même cet épisode qui va rester parce qu'il y a ça, entre Tara et Willow dans Buffy. La représentation, de toute façon, c'est la chose la plus importante. Et c'est ce que les hommes blancs hétéros ont beaucoup de mal à comprendre. Et c'est pour ça que même ton mec ne voyait pas les petits moments qui étaient hyper novateurs et intéressants. Lui, ça lui passait au-dessus parce que tout, pour les hommes blancs hétéros, tout est une représentation en fait. Ils sont toujours représentés partout, ils sont omniprésents. Et c'est là où on a besoin de ce genre de choses. Moi, ce que je disais dans l'épisode sur Grey's, c'est le fait qu'il y ait une femme qui ne veut pas d'enfant. Pour moi, ça a été important aussi. C'est la représentation, c'est le plus important. C'est pour ça qu'en fait c'était important aussi pour moi de lui montrer, parce que je savais que c'était pas sa cam. En vrai, tout comme quand il me montre les Monty Python, je suis désolée, je rigole pas, tu vois. Et pourtant, j'adore. Pourtant, je suis normalement un bon public, mais bon, ça marche pas sur moi, quoi. Mais pour autant, c'est important de voir l'évolution de certaines choses, de certains schémas aussi dans la pop culture. Et c'est pour ça que moi, j'avais vraiment envie qu'il le voie. Qu'il aime ou qu'il aime pas, peu importe. C'était pas tant ça le résultat. C'était surtout pour qu'il voit le travail que ça demande pour la représentation, la représentativité, et que nous, on puisse s'identifier. Alors, en effet, moi, je m'identifie pas à Shane et Ilya parce que je suis pas homosexuelle, je suis pas sportif de haut niveau, peu importe. Mais en fait, il y a des trucs sur lesquels je me dis, mais si on avait grandi avec ça, oh purée, le monde il se porterait tellement mieux, quoi. Ça change tout, mais c'est l'intersectionnalité, en fait. Tous nos combats se rejoignent, mine de rien. Donc c'est pour ça que ça a vachement parlé aux femmes. De voir aussi des hommes capables de consentement, de non-violence, c'est vachement important, quoi. Et des hommes capables de jouer ce genre de rôle. Oui. Parce que, moi, dans ma tête, je me dis, et je pense que ça n'a pas été leur cas parce que des interviews que j'ai pu voir, ils ont quand même accepté très rapidement le scénario. Mais pour un homme blanc hétéro, tu te dis, il faut quand même mettre sacrément son ego ou en tout cas sa fierté de côté pour jouer ce type de rôle, quoi. Et finalement, en tout cas, moi, c'est... Parce que c'est un beau rôle, hein, franchement. Ouais, mais c'est un rôle homosexuel. Et pour certains, il y a quand même un truc, c'est pas envisageable, quoi, tu vois. Et pour le coup, je trouve que les deux acteurs, alors ils ont été choisis à la perfection. Et surtout, on voit qu'il y a eu une connexion entre eux, pas que dans la série, mais humaine aussi. Parce que quand on voit les interviews, qu'on les voit aux Golden Globes, un peu partout où ils sont ensemble, on sent vraiment qu'il y a eu une belle relation et que ça a créé quelque chose entre eux assez fort, quoi. Et mine de rien, ça aide d'être à deux aussi tout le temps. Donc ils ont plutôt intérêt à s'entendre bien. Sur la partie acting aussi, que moi je voulais préciser, et saluer surtout, c'est le travail du Russe
de l'acteur de Ilya, Connor Story, qui a appris le russe exprès pour la série, parce qu'il est pas du tout russe. Et alors, bon, moi je suis pas russe, donc je peux pas dire s'il le fait bien. C'est comme quand les personnages ils parlent français et qu'ils savent pas faire. Donc peut-être que c'est ça le résultat pour quelqu'un qui parlerait russe. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé l'accent exceptionnel. Ça m'a fait penser à Killing Eve, avec les personnages qui parlent russe et tout. Donc voilà, je trouve qu'il a bossé son personnage. Vraiment félicitations pour ça. Sachant qu'en plus, c'est quelqu'un qui parle français et anglais. Lui, il a pas besoin de parler français, alors que Shane, qui parle pas français, il doit faire des interviews en français parce que au Canada et à Montréal notamment, on parle quand même le français. Et du coup, tu te dis purée, c'est fou parce qu'il ne maîtrise pas du tout le français, alors que il maîtrise bien, quoi. Voilà. Et en même temps, on n'aurait pas pu faire jouer le rôle à l'un et l'autre à l'autre. C'est pas possible. Hein. Clairement pas. Et il y a aussi un point hyper important dans la série, c'est le choix musical qui est hyper fort. Et surtout, on va en parler des playlists, des chansons qui ont été choisies. Aujourd'hui, elles passent à toutes les pauses sur les matchs de hockey au Canada. C'est impressionnant l'impact de la série là-dessus, avec l'aspect musical aussi. Mais oui, la musique, je pense que Tattoo est revenu en comeback en boîte de nuit. All the things she said. Moi, elle tourne en boucle dans ma tête énormément. Et puis, on en a parlé au moment du discours que l'ami de Kip pouvait avoir auprès de Scott, en lui disant qu'ils méritaient tous les deux Sunshine, en tout cas de briller. Et en fait, le choix de la musique au moment où Scott appelle Kip sur la glace, il fait écho à tout ça, quoi. Et donc, c'est vrai que tout l'aspect musical... c'est des musiques qui tournent en boucle et donc ça vient aussi tourner en boucle sur les réseaux. Cette série, clairement, je pense qu'elle pourrait pas exister aussi bien s'il n'y avait pas eu l'impact sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais le choix musical a été hyper fort. Et le fait d'avoir choisi Tattoo, qui est un groupe, si je dis pas de bêtises, qui est un groupe russe. Oui. Une musique des années 2000 qui... Nous, on connaît par cœur. Moi, j'ai dansé dessus. J'avais 5 ans, mais en tout cas, quand je suis nostalgique des musiques des années 2000, j'écoute ça. Jusqu'au bout, ça a été pensé dans le détail. Oui, c'est clair. Puis il y a plein de moments où c'est justement quand on est sur Shane, où c'est beaucoup de musique en français, vu qu'il est à Montréal et tout. Donc la BO a été très travaillée aussi. Est-ce que tu materas la saison 2 ? Ah bah oui. De toute façon, si je le fais pas, je vais me faire engueuler. Je crois que j'ai vu hier qu'ils avaient commencé le tournage. Ah. Donc parce qu'elle est annoncée pour printemps 2027, je crois. Trop bien. D'ici là, peut-être qu'on aura les livres en français. Ouais, mais moi je pense qu'au pire, j'essaierai peut-être en anglais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de Heated Rivalry avec moi. J'avais hâte de trouver une partenaire pour en parler avec moi. Merci d'avoir proposé. J'étais contente de pouvoir aussi débriefer ça, parce qu'il y avait plein de choses dont je voulais parler aussi, mettre des mots, réfléchir. Donc non, c'est cool. Et nous, maintenant, on vous laisse vous faire votre propre opinion, même si on a spoilé beaucoup de choses. Je pense que vous pouvez quand même regarder la série sans difficulté. Je vous rappelle donc que Heated Rivalry est disponible sur HBO et cette saison 1 comporte 6 épisodes. La saison des séries, c'est fini. Merci Delphine d'avoir été avec moi pour cette émission. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préférée. Pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi laisser plein de cœurs juste pour Shane et Ilya si vous avez vu la série. N'oubliez pas en tout cas aussi de nous suivre sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et à très bientôt. Ciao!